Silver Henry, c'est moi, merci. J'aime bien quand on m'appelle par mon prénom complet, Silver Henry. Je sais que c'est compliqué et non pas juste Silver. Alors Philippe de Chanville, vous êtes le cofondateur de Mano Mano. Vous avez 1 minute. C'est l'exercice imposé à tous les fondateurs, patrons, administrateurs de Licorne. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Donc Philippe de Chanville, cofondateur avec Christian Rasson de Mano Mano. Mano Mano, c'est une plateforme de bricolage, jardinage et aménagement de la maison. Un site qui met en relation des industriels et des fournisseurs de matériel pour la maison avec des clients, particuliers ou professionnels, sur un site différent. Nous sommes plus d'1 millier de salariés chez Mano Mano aujourd'hui, présents dans 6 pays en Europe. C'est une entreprise européenne, donc, mais avec des racines françaises et qui a pour objectif de permettre à chacun d'améliorer l'habitat. Ça, c'est très important pour vous. Vous insistez là-dessus. C'est une entreprise à la racine française et capitale. Absolument, parce qu'on a créé l'entreprise de départ pour être un concurrent français dans un environnement où aujourd'hui les places de marché ne sont pas européennes. Et nous pensons qu'il est absolument essentiel de montrer que l'on peut créer des géants européens avec des racines françaises ou d'autres pays européens pour contrer des plateformes qui ne sont pas européennes. Justement, nous parlons de ces plateformes qui sont vos concurrents. Est-ce que vous pouvez décrire un peu dans quel écosystème vous naviguez et comment vous vous situez par rapport à ces plateformes concurrentes? Le monde du digital aujourd'hui a longtemps été dominé par les plateformes généralistes. C'est-à-dire que les places de marché, dont l'objectif n'est pas de stocker, mais de mettre en relation des fabricants et des clients, ont longtemps été dominés par des acteurs, et encore aujourd'hui, des acteurs importants arrivent d'Asie sur ce domaine-là, qui sont des généralistes. La différence que nous avons créée avec Mano Mano, c'est que nous avons voulu créer une place de marché qui soit spécialisée dans un domaine. Ça nous permet d'avoir des relations spécifiques et particulières de qualité avec nos fournisseurs, avec nos marchands, et ce qui permet de donner aux clients aussi un choix beaucoup plus éduqué, beaucoup plus de conseils, un suivi beaucoup plus proche, et ce qui fait une vraie différenciation. Vous avez bénéficié, alors malheureusement, de la crise sanitaire qui vous a bénéficié, parce que les gens ont besoin de bricoler chez eux, ont besoin d'avoir des outils. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Covid alors? Ouais, je ne sais pas si le mot bénéficier est le bon mot, mais vous avez raison, il y a eu un... Profiter? Pire. Mais il y a eu un accroissement de la demande qui était évident. Profiter, je ne sais pas, parce que pendant ce temps-là, tous les magasins étaient ouverts, c'est-à-dire que les magasins de bricolage, mis à part les 3 premiers mois, étaient considérés à juste titre comme des magasins de première nécessité, donc étaient ouverts également. Donc, par contre, c'est vrai, il y a eu un accroissement de la demande parce que les gens étaient chez eux et cherchaient à améliorer leurs conditions de vie chez eux et même à créer des bureaux en plus ou de l'espace supplémentaire. Ce que ça a donné pour nous, ça a permis d'accélérer la transition digitale. Il faut comprendre que le monde de la maison est un monde qui est en retard en termes de transition digitale. Pour vous donner un seul chiffre, Silver Henry, dans notre univers aujourd'hui, on est à 10% de digitalisation de notre univers, de celui du monde de l'aménagement de la maison, contre 25, 30, 40% pour d'autres univers comparables de produits pour les ménages. Et pendant la crise sanitaire, il y a quoi? Il y a une prise de conscience justement de ce retard. Il y a quelque chose d'inconscient chez les Français qui se sont dit déjà, il faut qu'on s'occupe. Et en plus, il faut que peut-être on digitalise un peu plus notre univers, notre quotidien. Les gens sont allés chercher 3 choses sur Internet. Ils sont allés chercher du choix, parce que le choix en magasin, c'est pas évident. Un magasin en moyenne, c'est 60 000 références. Nous en avons 16 millions de produits sur nos sites en Europe. Les gens sont allés chercher du prix. À une période difficile qui est assez anxiogène, les gens cherchaient à acheter pour pas trop cher, ce que l'on trouve sur Internet. Et enfin, les gens cherchaient des conseils, parce que le monde de l'aménagement de la maison, du bricolage et du jardinage, c'est un monde extrêmement technique, où on ne vend pas des produits comme on vend des téléviseurs, on a besoin de conseils. Et donc ça, on peut le trouver sur Internet. Parlons du positionnement responsable de votre entreprise, qui vous est très très cher. Et ce positionnement, pour vous, il est très important et vous le mettrez en avant. Absolument. Absolument, parce que les racines et la raison d'être de la création de Mano Mano dès le départ, ça n'a pas été de dire on va créer une licorne ou maintenant c'est une vache ou je ne sais quel animal à 2 ou 3 cornes. L'enjeu était de dire on va créer une entreprise qui est avant tout humaine et qui va prendre soin de ses collaborateurs. Et ça a été notre ambition première avec Christian. Et de cette ambition-là a découlé une croissance parce qu'on a pu attirer et s'occuper correctement de collaborateurs d'une grande valeur. À partir du moment où l'entreprise a grandi, notre objectif premier qui était de dire mettre chacun à sa juste place et créer une entreprise où chacun arrive à se développer et à travailler ses talents et les identifier, nous sommes arrivés à la conclusion que quand l'entreprise était petite, cela pouvait suffire comme objectif propre à l'entreprise, mais avec notre croissance, avec bientôt 10 millions de clients, il devenait essentiel, important, normal, de chercher à avoir un impact au-delà du monde de l'entreprise, de notre propre entreprise. Et cet impact-là, nous nous sommes dit que nous pouvions l'avoir dans notre environnement plus large, et notamment d'un point de vue environnemental.
C'était il y a quelques années. La rénovation énergétique commençait tout juste à poindre au bout de son nez. Et aujourd'hui, c'est un énorme sujet sur lequel nous espérons être en pointe et être un des leaders européens de la transition énergétique, de la rénovation de l'habitat en Europe, dans les 6 pays dans lesquels nous sommes présents. C'est extrêmement important parce que quand on parle de bricolage, on parle quelque part de travaux publics, en tout cas de travaux personnels, qui est producteur d'énormément de déchets. Donc c'est important de prendre conscience de cela. De déchets, mais aussi il y a un manque total de normalisation. C'est-à-dire que dans le monde électroménager, par exemple, ou des voitures ou autres, on a une notation énergétique. Il y a beaucoup d'environnements qui sont normés, mais le monde de l'habitat ne l'est pas du tout. La production est complètement hétérogène, même si elle vient beaucoup d'Asie, mais les produits ne sont pas normés. On ne sait pas ce qu'il y a dans les produits, on ne sait pas comment ils sont fabriqués, on ne sait pas avec quoi ils sont fabriqués, on ne sait pas s'ils sont recyclables ou pas, tout ou en partie. On n'a aucune idée. Et donc, un de nos enjeux à nous est de travailler avec les producteurs et les industriels pour les aider à mettre en avant leurs gammes les plus environnementales possibles et d'informer le consommateur. Et il y a un énorme travail à faire dessus, il y a un vrai retard dans cette industrie. Et comment se passe justement la relation, la connexion avec les industriels? Comment dialoguez-vous avec eux? Comment vous écoutent-ils? Écoutez, ils sont ravis d'avoir deux choses. D'abord, un distributeur et un partenaire qui soit européen, notamment pour ces marques européennes. Deuxièmement, quelqu'un qui est à leur écoute, prend le temps. On a une logique avec nos partenaires qui est la même que celle qu'on a avec nos salariés, qui est de dire nous sommes là pour des partenariats. Nous sommes là pour le temps long, nous sommes là pour vous aider à vous développer. Et donc, contrairement à une logique normale de place de marché qui veut qu'une place de marché accueille tout le monde à bras ouverts et se débarrasse de 3/4 des gens en un an, nous avons un taux de rotation extrêmement faible de nos marchands, en moins de 5% par an, et nous avons des partenariats de long terme que nous avons développés avec nos marchands depuis 7-8 ans. Les premiers qui venaient chez nous vendaient quelques milliers d'euros par mois au début. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions par mois. Et ils ont développé, ils ont recruté, ils sont allés dans de nouveaux pays grâce à nous. Et pour nous, c'est fantastique d'avoir des partenariats comme ça de long terme. Le dialogue et l'humain qui est au cœur de votre démarche, la culture d'entreprise aussi qui vous importe énormément, et vous insistez sur le fait que vos collaborateurs doivent se sentir bien chez vous. Attendez, c'est un peu la tarte à la crème, ça, c'est ce que toutes les entreprises nous disent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous? Alors, le dire oui, le vivre est différent. Je vous le disais, au départ avec Christian, notre enjeu, notre objectif, notre ambition, et c'était très personnel, c'était de dire l'entreprise est faite pour que chacun soit à sa juste place. Et donc le challenge managérial numéro 1 que nous demandons aux personnes qui sont dans des positions de management chez nous, c'est de s'assurer qu'elles sont capables d'identifier le talent de chacun. Parce que, Sylvain Henry, de vous à moi, a-t-on jamais vu quelqu'un avoir une carrière incroyable en passant son temps à essayer de corriger ses défauts? L'enjeu principal, c'est d'identifier son talent. Et donc l'enjeu d'un manager chez ManoMano, avant tout, c'est de savoir identifier le talent de chacun de ses collaborateurs pour être sûr que chacun soit à sa juste place. Mais je vais être honnête avec vous, dans une entreprise en hyper-croissance, c'est un pari qui est difficile parce qu'on est constamment déséquilibré avant, parce que le temps est accéléré et parce que dans ces conditions-là, c'est difficile non seulement d'identifier les talents des collaborateurs, mais en plus d'être sûr de leur donner le bon poste. Donc il y a une rotation très forte des salariés entre les postes, il y a beaucoup de mobilité interne pour être sûr que constamment on essaie d'adapter la personne et le poste. Quelques règles chez vous, par exemple, il y a des heures d'ouverture pour les mails. Alors ça, ça me surprend. Ouais, mais longtemps avant le droit à la déconnexion, en fait, chez ManoMano, depuis le départ, on avait dit, pour que les gens soient efficaces, et surtout dans une entreprise qui grossit vite et qui bouge très très vite, c'est extrêmement important de garder un équilibre. Et donc cet équilibre, c'est autant un équilibre vie pro, vie perso, le droit à la déconnexion qui est absolu, c'est-à-dire que des mails avant 8h du matin ou après 19h le soir, et je ne parle même pas donc du week-end. Donc 8h, 19h, d'accord. Absolument. Voilà. Avant, après, absolument interdit, et c'est vrai, y compris pour le COMEX, c'est vrai absolument pour tout le monde. Et de la même manière, il y a un vrai souci de la parentalité, un vrai souci de l'équilibre de vie, en se disant que pour durer sur le temps long, pour se développer et savoir identifier son talent, il faut être dans un environnement qui valorise la personne. Et ça ne peut pas se faire en considérant la personne que dans sa dimension professionnelle. J'ai le souvenir d'avoir travaillé chez Disney et il y avait une règle, c'est que dès qu'il y avait un coup de fil d'un enfant, on avait le droit de quitter une réunion. C'est le cas aussi chez vous? C'est non écrit, mais c'est vécu au quotidien. Et chez vous aussi, on a... Alors, ça m'a surpris. Le droit à la fragilité est reconnu. Eh bien oui. En fait, chez ManoMano, c'est une entreprise du digital. Et on a été confronté assez vite avec Christian à la problématique que recruter des talents dans le digital, vous le savez tous, c'est difficile. Et il y a, au bout de quelques temps, un petit arrière-goût d'élitisme qui commence à ressortir parce qu'en fait, recruter des développeurs et recruter en permanence des polytechniciens ou des centraliens pour de la data, ça finit par créer un microcosme un peu trop homogène. Et donc avec Christian, on s'est dit que
Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise de la tech, très tournée data, qu'on ne pouvait pas faire de l'entreprise un lieu de stabilité et d'épanouissement personnel pour tous les types de profils. Et donc, nous avons fait des partenariats avec un certain nombre d'associations, par exemple Linked Out, pour intégrer dans nos équipes, sur le temps long, des gens qui n'ont eu ni accès à l'éducation, ni de réseau, ni forcément d'accès au monde de l'entreprise, et leur permettre de mettre un pied dans le monde de l'entreprise et d'avoir une première expérience professionnelle qui soit, on l'espère, valorisante pour eux et leur permettre de changer vraiment leur trajectoire personnelle. Cette diversité d'opinions, d'origine, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Énormément de choses dans les relations humaines. De la même manière que lorsque nous avons recruté des profils, par exemple dans les fonctions RH, nous avons voulu ne pas prendre des gens qui avaient uniquement des compétences RH. On a pris des gens qui avaient des backgrounds complètement différents. Ce que l'on valorisait, ce que l'on cherchait, c'était la colonne vertébrale humaine et un sens de l'humain. Et de la même manière, intégrer dans les équipes des gens qui ont des backgrounds très différents permet de renforcer la créativité, la cohésion de l'équipe, une attention à l'autre qui fait que dans l'ensemble de la vie de l'entreprise, ça se ressent et ça a un impact. Avant de passer au jeu de questions-réponses pour terminer, rituel, comment vous vous situez par rapport à un géant comme Amazon ? Ils sont américains, nous sommes français. Ouais. C'est un peu la référence, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est une plateforme de marché généraliste, c'est une place de marché qui est ouverte à tous les marchands et qui joue le jeu d'une sorte de capitalisme ouvert à fond. Vous êtes spécialisé ? Nous sommes spécialisés et surtout nous sommes sélectifs, donc nous choisissons les gens avec qui nous travaillons. Et il y a un conseil qui est très important. Et nous travaillons de manière en vrai partenariat. Ouais. Évidemment, on conseille les clients, mais surtout, on apporte une plus-value dans le monde de la rénovation énergétique et dans l'aide au choix pour les clients. On apporte des services d'installation pour la rénovation énergétique qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement des clients. Donc on n'a pas de culpabilité à ressentir quand on commande chez vous quelque part en ce qui concerne la transition écologique et tout ce qui s'ensuit. On fait tout ce que l'on peut pour indiquer aux clients comment choisir de la manière la plus responsable possible. Très bien. Alors, on y va sur les questions rituelles de fin. Quelle est votre plus grande émotion chez ManoMano que vous avez ressenti ? Sans nul doute, c'est de voir des parcours de personnes qui nous ont rejoints quand nous étions 20, 50, 100, 200 et qui aujourd'hui ont moins de 30 ans et gèrent plusieurs centaines de millions de PNL, qui gèrent 50 ou 100 personnes et qui ont une trajectoire professionnelle hors norme parce que leur talent a été reconnu et parce qu'ils sont à la bonne place. Et ça me fait vraiment... ça crée un immense plaisir. Tiens, je vais rajouter une petite question. De l'idéation de ManoMano à aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez ? De la fierté, de la reconnaissance, parce que j'ai conscience que cette entreprise ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu 5, 10, 50, 200 personnes, dont je peux donner les prénoms aujourd'hui, qui ont vraiment permis à l'entreprise de se développer et qui ont porté des idées que ni Christian ni moi n'aurions eues, c'est certain. La plus grande joie ? Nous avons eu il y a quelques semaines, oui, un séminaire d'entreprise, juste avant l'été, où nous avons réuni pour la première fois 1000 collaborateurs. Après 2 ans de Covid, ça n'avait pas été possible, ici à Paris, avec des activités toute la journée hors normes, et le soir, une soirée qui a été mémorable, une immense joie. Ça revient chez de nombreux patrons, hein. C'est bien de se retrouver après cette année Covid, hein. C'est vraiment très très bien. Le plus grand défi, la plus grande difficulté que vous avez surmontée ? Pour nous, la rénovation énergétique, la transition énergétique, et c'est le sujet sur lequel nous nous positionnons, c'est un sujet extrêmement important pour nous. Or, la difficulté, c'est que c'est un sujet qui est porté avant tout par les industriels et que le changement des industriels est un changement de temps long. La plus grande difficulté pour nous, c'est d'être capable de les accompagner suffisamment pour les mettre en avant, pour mettre en avant leurs innovations et à leur permettre d'accélérer dans un environnement qui n'est pas du tout structuré et qui aujourd'hui ne leur permet pas vraiment de le faire. Et dernière question, comment vous voyez dans 10 ans ? ManoMano, hein, pas vous, hein, ManoMano. Rien à voir. ManoMano n'aura rien à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui. L'entreprise est très jeune. Dans 10 ans, ce sera plus que le temps écoulé depuis la création de l'entreprise. ManoMano, c'est aujourd'hui un tout petit marché digital sur un marché de 600 milliards qui est celui de l'aménagement de l'habitat en Europe. Dans 10 ans, j'espère bien que ces 10-11% seront passés à 25-30%. Le monde digital sera différent. Mais j'espère surtout que le monde digital ne sera plus un monde de produits, mais sera un monde de services, où la transition énergétique et ManoMano sera au cœur de la rénovation énergétique dans ce monde de l'habitat. Merci Philippe de Chanville, c'était un véritable plaisir. Merci à vous.